Avec nous sur le plateau, je vous présente Pierre-Marc Johnson. Pierre-Marc Johnson a été premier ministre du Québec, ministre également dans le gouvernement de René Lévesque, et vous avez été le négociateur en chef également du gouvernement du Québec à l'occasion de la négociation de l'accord entre le Canada et l'Union européenne pour le Québec. Bonsoir, M. Johnson. Bonsoir, M. Merci d'être avec nous. Je suis heureux que vous soyez avec nous parce que vous étiez là la dernière fois, vous étiez député ministre à l'époque en 1984 dans le gouvernement de René Lévesque quand le dernier premier ministre qui s'était présenté avec un discours à l'Assemblée nationale, Laurent Fabius, s'était prononcé à ce moment-là. Aujourd'hui, nous avons Gabriel Attal, le plus jeune premier ministre depuis ce plus jeune premier ministre qui était Laurent Fabius. Qu'est-ce que vous retenez du discours aujourd'hui qui a été présenté? Bien, essentiellement, un sens du devoir de continuité. On fait souvent du chou et des raves avec le problème de quelle sera la position de la France à l'égard du statut constitutionnel du Québec. Je ne dirais pas qu'il l'a ignoré complètement, mais il est passé rapidement sur cette dimension en insistant sur le devoir de continuité. Et ce devoir de continuité, en fait, il a été réamorcé au début des années 60 entre Malraux et Georges-Émile Rapalm, et par la suite avec le général de Gaulle qui, dans son premier discours à Québec, parlait d'innovation, de technologie et d'échanges économiques. Et aujourd'hui, on se retrouve, 40 ans après, avec ces mêmes thèmes dans cette discussion entre les deux premiers ministres aujourd'hui. Et quand il évoque Charles de Gaulle sur cette question de l'innovation en 1967 à Québec, mais sans faire référence au discours « Vive le Québec libre » à Montréal en juillet 67. Exactement. Puis je pense qu'il y a une certaine habileté de sa part là-dedans. Il ne peut pas ignorer le fait que le général de Gaulle, et ça a donné lieu à plein d'ententes entre le Québec et la France dès 1967, et dont certaines, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, par exemple, qui existe toujours et qui a permis à des milliers de Québécois, des milliers de Français de traverser l'Atlantique alors qu'ils étaient jeunes. Et j'ai l'impression qu'il a centré ça fondamentalement sur la question des racines culturelles linguistiques et surtout de l'avenir linguistique et culturel pour la langue française. Et en disant simplement, la France, qui est le fer de lance de cette langue et de cette culture, a besoin du Québec pour faire cause commune autour de ces enjeux qui touchent notamment les changements extrêmement importants sur le plan technologique qui risquent d'effacer la langue et la culture si on ne fait pas attention. Exactement. Et il a souligné pendant plusieurs minutes l'importance, justement, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies, avec la difficulté que nous avons, nous, francophones, de faire briller les contenus culturels en français parce que les contenus anglophones et les contenus américains sont tellement omniprésents. C'est un défi pour le Québec, mais que semble épouser également la France. Oui, et je vous dirais qu'à la limite, c'est extrêmement encourageant que d'entendre ça. Pourquoi? Parce qu'en France, on a un certain niveau d'assurance quant à la place de la langue, qu'on a moins au Québec, compte tenu de notre contexte, et de voir qu'il y a une très grande sensibilité, non seulement politique, économique autour de ça, mais une sensibilité qui parle de ce qui est en train d'arriver à la culture française dans le monde à cause des changements technologiques, c'est fondamental. Et c'est fondamental pour l'avenir du Québec, comme ça apparaît fondamental maintenant pour la France elle-même. Évoquant la longue histoire, la longue relation, l'importance de cette relation, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'avis en 2024 que le cœur de la relation entre le Québec et la France est devenu davantage économique et commercial, surtout avec la conclusion de l'accord Canada-Europe? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a une omniprésence des questions économiques. Et d'abord, il faut voir que les relations économiques entre la France et le Québec ont augmenté depuis 5 ans d'à peu près 27 %. Même si la France a plus exporté que le Québec n'a exporté vers la France, même s'il y a un déficit commercial, il n'en demeure pas moins qu'il y a des croissances extrêmement importantes dans de nombreux secteurs au Québec.
Et il est remarquable de voir que le secteur de l'avionique qui a commencé à se développer au Québec fin des années 50, début des années 60, est maintenant un secteur crucial. C'est 30 de nos exportations vers la France qui sont dans le secteur de l'avionique, du spatial. Donc, des enjeux de très haute valeur ajoutée. Évidemment, et du côté français, c'est la même chose, notamment dans le cas des médicaments et dans le cas aussi de l'avionique où il y a beaucoup d'échanges. C'est intéressant de constater également que dans le secteur agricole, ça représente finalement un relativement petit pourcentage d'exportation pour les deux ou d'importation pour les uns et les autres. Mais quand on voit le progrès du vin, au Québec, 41 d'augmentation des vins français dans les 5 dernières années. Bon, je pense qu'il y a un effet de pandémie là-dedans, manifestement. Et dans le cas du Québec, une augmentation d'un certain nombre de cultures maraîchères, particulièrement les fruits congelés, les canneberges, le sirop d'érable, évidemment, dans le secteur agricole. Est-ce que cet accord est en péril compte tenu que le Sénat français a rejeté massivement la ratification de l'accord de libre-échange, de l'accord commercial entre le Canada et l'Union européenne? L'Assemblée nationale devra se prononcer de nouveau, mais on comprend que ce ne sera vraiment pas tout de suite. Est-ce que cet accord est en péril? Non. Je ne pense pas qu'il soit en péril. La règle de Proust dans ça est relativement simple. Il y a en ce moment l'application de cet accord, qui est une application dite provisoire, qui a été décidée à l'unanimité des gouvernements européens au niveau du Conseil de l'Europe. Pour mettre fin à cette application provisoire, il faut ou bien l'unanimité, or il y a 17 pays qui ont déjà ratifié, ou encore 2 tiers des pays, avec 65 de la population. Mais encore une fois, il y a 17 pays sur 27 qui l'ont ratifié. Donc, je ne vois pas le danger. Le danger, il est plus politique et l'atmosphère qu'il y a autour de cette décision du Sénat. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.